Aujourd'hui, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour éviter tout ça? C'est-à-dire que la question, c'est comment sortir de la crise plutôt que si c'était à refaire, parce que c'est bon. À part la science-fiction, c'est une autre façon de poser la question. Ce ne sera pas possible. Donc, d'abord, il est évident qu'il y a des moyens possibles, connus, qu'on peut implémenter, qui peuvent nous permettre de sortir de la crise. Mais pour cela, c'est pas la question n'est pas un manque de connaissances ou de moyens techniques. La question, c'est une décision politique. C'est-à-dire, d'abord, il faut commencer par changer la classe politique qui est non seulement corrompue, mais qui est médiocre. Il faut le dire, c'est des gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas qui n'ont pas d'idées, qui sont à part leurs intérêts très très étroits, eux et la petite classe qui se trouve autour d'eux, ils sont d'une médiocrité inimaginable. C'est difficile à imaginer, vraiment. Je t'interromps, mais quand on parle de parti politique, peut-être que les gens qui nous écoutent pensent parti, parce qu'il y a aussi une question sémantique systématiquement quand on parle avec des Européens, des Occidentaux. Un parti, quand on dit parti politique, c'est des regroupements de gens qui sont constitués confessionnels et communautaires essentiellement, mais ce sont des partis qui jamais aucun d'entre eux n'a un programme, n'a fait arriver ses députés au Parlement avec des idées pour un avenir du pays. Il n'y en a aucun. D'ailleurs, la facilité avec laquelle on nomme un Premier ministre et qui forme un gouvernement, sans aucun rien. C'est un inconnu qu'on nomme, il construit un gouvernement avec de briques et de brocs, mais ces gens-là n'ont rien en commun et surtout pas ni une vision d'avenir ni un programme. Donc ce ne sont pas des partis politiques. C'est un ramassis de gens dont une des caractéristiques essentielles aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit, c'est leur médiocrité. Et un des grands clichés aujourd'hui, c'est de comparer les anciens hommes politiques, parce que le passé est toujours meilleur que le présent, la nostalgie des hommes politiques que nous avions dans les années 50-60, comparée à ceux d'aujourd'hui. Et évidemment, on a beau dire que c'est du cliché, la différence est quand même assez impressionnante avec l'analphabétisme de ceux qui le gouvernent. Absolument. Et donc, comment faire? Il y a deux façons. Soit on fait la révolution, et on a essayé. C'est beaucoup plus difficile qu'en Syrie ou en Égypte, parce que en Tunisie, il y a un dictateur. En Égypte, il y a un dictateur. Nous, il y a 6 dictatures confessionnelles, c'est tentaculaire, c'est beaucoup plus difficile de les déloger. Donc, et en plus, on est descendu dans la rue, on s'est fait tirer dessus, il y a 300 jeunes qui ont été blessés, qui ont perdu leurs yeux, donc il y a le Hezbollah qui défend la classe corrompue, donc il y a et l'armée et le Hezbollah contre nous dans la rue. Donc ce chemin-là, on l'a pris, on a contesté, le monde entier nous a vus, depuis 2015 jusqu'à là récemment, ça n'a pas abouti à là où on voulait. Il reste les élections. Bon, maintenant, M. Nahas, il n'en a pas parlé hier, mais lui, il dit qu'il veut négocier pour qu'on lui qu'on lui donne le cabinet ministériel. Négocier avec qui? C'est-à-dire avec le Hezbollah. Moi, je pense que c'est complètement illusoire. Et depuis le temps qu'il le dit, on ne l'a pas vu réussir son pari de pouvoir accéder au pouvoir. Donc, pour nous, il n'y a que les élections. Donc, les élections vont se passer dans quelques mois, soit en mars ou en mai 2022. Et nous, Beyrouth Madinati et d'autres partis de l'opposition, nous nous préparons à mener ces élections et à essayer de déloger le plus grand nombre possible de ces mafieux qui ont perdu toute légitimité et qui continuent à occuper des sièges au Parlement. Mais pour cela, il y a des conditions. Déjà, la loi électorale, elle est trafiquée de sorte à ce que le Gebran Bassil et le Hariri et les autres puissent gagner des sièges. On ne va pas la changer parce que ce sera un prétexte pour reporter les élections ad vitam aeternam et donc on risque de ne pas avoir d'élections. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est Electoral Management Body. Ça veut dire un comité indépendant pour non pas surveiller, mais gérer les élections. C'est-à-dire en 2018, la communauté européenne a envoyé quelques personnes charmantes du reste qui se sont promenées à Beyrouth et dans les régions et qui ont envoyé une lettre de congratulations, de félicitations, merci,
Monsieur Machnouk, Nohag Machnouk, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur, qui était lui aussi candidat malheureux, et on a triché pour qu'il soit élu, en le félicitant. Donc nous, quand on a vu Monsieur Le Drian qui était à Beyrouth, on lui a dit que c'était honteux et qu'il ne fallait pas recommencer. Et que pour qu'on puisse avoir... Je dis, moi, ça m'est égal si les Libanais décident de voter pour cette classe corrompue. Mais pour cela, il faut assurer que les élections soient justes. Soient de vraies élections et non pas des élections truquées, comme c'est le cas d'une manière historique. Donc pour cela, il faut qu'il y ait un engagement de la communauté internationale pour s'assurer que le Liban puisse avoir de vraies élections. Et pour cela, il faut que la gestion se fasse en dehors du ministère de l'Intérieur. Il faut que ce soit géré d'une manière mixte. Ça peut être des juges libanais, des juges internationaux, des gens qui peuvent mettre une structure. Et nous, on fait un lobbying très fort international pour obtenir cela. Maintenant, on m'a posé la question, comment est-ce qu'on peut leur forcer la main aux mafieux au pouvoir? C'est très simple. Anne-Laure, hier, elle a dit que le IMF ne donnait pas De quoi, tu dis? FMI. Oui, le FMI ne prêtait pas de l'argent à la veille d'élections parlementaire ou municipale. C'est très bien, c'est une très bonne chose. Et on aurait voulu que Paris 2, qui avait promis à la veille des élections de 2018 à la classe politique des milliards de dollars, et c'est comme ça aussi qu'ils ont encouragé les gens à voter pour eux de nouveau. Et c'est absolument scandaleux de la part de la communauté internationale. Qui a donné de l'argent à la veille des élections, ce qui fait que la classe politique a utilisé cet argent. Monsieur Khalil, il a dit je vais créer 900 000 emplois. Et bon, il a créé 900 000 catastrophes. Donc, c'est de dire, il n'y a pas d'argent qui peut venir du FMI s'il n'y a pas une gestion indépendante des élections parlementaires et municipales. Et ça, la communauté internationale peut l'imposer. Et c'est ce que nous demandons lorsque nous faisons du lobbying. On a écrit une lettre claire avec toute la structure, la technique. C'est possible, ça s'est fait dans d'autres endroits. Donc, il faut changer la classe politique et on la change à travers les élections, comme on n'a pas pu la changer dans la rue. La deuxième, ce qu'il faut faire, et là j'apporte une petite nuance à ce que tu as dit, Camille. Moi, je pense que dans la Constitution, suite aux accords de Taïf, il y a une possibilité de transition, c'est-à-dire que à la sortie de la guerre, le système était entièrement confessionnel et bloqué. Et au sein de ces accords qui sont passés, qui sont l'article 95 et 22, qui disent quoi? Qui disent, voilà, il y a une période de transition. Et durant cette période de transition, on va faire en sorte que le Parlement puisse avoir une représentation non confessionnelle. Et en parallèle, on va créer un Sénat qui va représenter les communautés religieuses qui ont des angoisses existentielles, et comme ça, tout le monde sera tranquille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme ce sont les miliciens en cravate qui ont muté, comme dit Sharif, et qui sont au pouvoir, ils ont absolument bloqué cette transition. Ce qui veut dire que l'article 95 et 22 sont jusqu'à ce jour non appliqués, et on se retrouve, nous, en 2021 et 2022 aux élections, en ayant toujours un Parlement confessionnel. Et donc ça, il faut absolument, lorsqu'il y aura de nouvelles élites au Parlement, de dire on va appliquer la Constitution avant de la réformer. Bien sûr qu'il faut continuellement faire avancer, faire pousser, il y a des lacunes, bien sûr, mais il y a des choses qu'il faut appliquer. Bon, ça, c'est la chose la plus essentielle. Aussi, dans notre programme, il faut faire une distribution juste de la dette. C'est-à-dire aujourd'hui, les partis au pouvoir ont bloqué le travail avec le FMI de sorte à ce que les banques assument leurs responsabilités. Aujourd'hui, ce qu'il y a les petits et les moyens épargnants, ils vont à la banque, ils retirent le dollar à 3 900 livres libanaises et ils le dépensent à 16 000, 17 000, 19 000. C'est un haircut sur les petites classes et les classes moyennes, alors que les gros bonnets, ils n'ont pas besoin de dépenser leur argent. Ils peuvent rester dessus jusqu'à ce que les choses se dégagent dans 5 ou 10 ans. Bien sûr, 5 ou 6 ans, c'est sympa.
ou même 10 ans, je ne sais 10 pas. Oui, just I'll see. Il faut bien sûr un forensic audit, une vérification judiciaire des comptes de la Banque centrale, bien sûr, mais aussi d'autres ministères, de l'EDL, de la communication, de l'environnement, tous les ministères. Il faut savoir comment ça a été dépensé, où ça a été dépensé, où ça a été volé, comment on peut ramener cet argent. Nous, Beyrouth Madinati, on a envoyé des lettres auprès d'autorités suisses afin qu'ils gèlent les avoirs de ces personnes, les PEP, Politically Exposed People, qu'ils gèlent leurs avoirs en attendant qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'ils ont volé. La réponse, c'est que ça ne vient que de l'État. Voilà, donc on n'est pas encore... C'est les États qui demandent ce genre de choses. Voilà, c'est les États qui demandent, mais bon, on essaye de trouver d'autres circuits judiciaires, mais bon... il faut absolument qu'il y ait un système judiciaire indépendant. Ça, on ne peut pas construire un pays, on ne peut pas rapatrier de l'argent, que ce soit l'argent des Libanais ou des investisseurs étrangers, s'il n'y a pas un système judiciaire juste indépendant. Ça, il y a une loi pour laquelle on milite. Il faut bien sûr revoir le système éducatif. Aujourd'hui, c'est le système public, c'est les maronites, les chiites, les sunnites, chacun qui fait main basse sur ces jeunes. Et il faut, les écoles et l'université. Voilà, il faut absolument sortir de ce discours confessionnel et mettre en valeur le vivre en commun, mais à partir de valeurs créatives, c'est-à-dire ne pas embêter les enfants avec des choses qui sont complètement dépassées. Il y a des moyens de rendre le vivre ensemble créatif et vrai, parce qu'on respire tous le même air. Moi, je suis supposée être grec-catholique, le chiite en face, il respire le même air pollué que moi, la mer polluée, les déchets, tout ça. Il y a le vivre ensemble et le mal vivre ensemble. Parce qu'il faut dire juste souligner une chose que peut-être que les gens en Suisse ignorent, c'est que le système éducatif est entièrement entre les mains du privé, comme le système hospitalier. Et il y a évidemment l'école publique, et l'école publique est extrêmement mal gérée, elle n'a pas de moyens, et on suppose, ce qui n'est pas très compliqué, c'est qu'elle a peu de moyens parce que personne ne s'en occupe, parce qu'évidemment, ce qui intéresse les communautés qui sont évidemment au pouvoir, c'est plutôt leurs propres institutions, et du coup, ce qui serait formidable, évidemment, dans une véritable réforme du pays, mais là, on est vraiment dans l'utopie pour l'instant, enfin, c'est de restaurer l'école publique et d'empêcher le secteur privé de faire main basse, comme tu disais, sur la jeunesse. Et aujourd'hui, il y a des arguments très forts. C'est-à-dire, il n'y a aucune communauté, même la communauté dominante, qu'elle soit maronite, aujourd'hui chiite, sunnite, dans la période intermédiaire, même s'il y a une communauté qui fait main basse sur le pays, elle n'arrive pas à assurer une vie digne à ses ouailles. Donc, parce que pendant la guerre civile, même si on a la main haute, tout le monde souffre. Maintenant, en situation de crise financière, tout le monde souffre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas protéger une communauté sans penser le pays, la chose publique dans sa totalité. C'est pas une position idéologique, c'est une position réelle, pratique, prouvée par l'histoire ces 30 dernières années. Bien sûr, il faut développer les industries culturelles et créatives. Il faut bien sûr avoir une gestion durable de l'environnement, de l'air, mais tout ça de l'électricité, les énergies alternatives, tout ça, on n'invente pas la poudre. Il y a des best practices dans le monde entier et qui sont tout à fait applicables au Liban et on peut innover. Les Libanais sont créatifs si on les laisse faire. Et d'ailleurs, quand ils sortent de ce petit pays où on est catégorisé sunnite, chiite, catholiques et d'autres, où ils sont protégés par un État, ils se développent, ils s'épanouissent. Voilà, donc tout cela est possible. C'est possible d'offrir à nos enfants, aux générations à venir, un vrai pays. Il reste la volonté politique.